L'amitié est la plus sévère école de la vérité. Elle n'admet ni le mensonge ni la trahison. F. Jarlis. Au cœur de la nuit, une voix féminine me réveilla. C'était notre voisine qui grognait de colère. Une veuve âgée, renfermée d'habitude dans son mutisme et sa solitude. Elle habitait en face une bicoque du premier étage. Au même moment, je distinguais difficilement des supplications et des pleurs d'un enfant confondus avec les stridulations d'un essaim de grillons attiré par l'éclairage public. C'était la deuxième fois que cette scène se reproduisait toujours à la même heure, me tirait de mon sommeil et me mettait la puce à l'oreille. Cependant, la fatigue m'obligeait à me rendormir. Cette fois, ma vilaine curiosité d'enfant presque pubère me poussa à quitter le lit discrètement dans l'obscurité sans déranger mes petits frères et ma mère qui dormaient d'un profond sommeil. J'ouvris tout doucement la porte d'entrée de notre maison pour assister à un triste événement qui allait me causer beaucoup de peine. L'enfant que je ne connaissais pas jusqu'alors venait la nuit chercher refuge chez la vieille dame pour dormir, en empruntant l'escalier extérieur, embêtant, sans parapet, qui menait directement dans le patio sans porte, entouré d'un petit mur sans toit, avec au milieu la seule chambre dont la vieille solitaire s'enfermait la nuit à clé. Je voyais sous la lumière du lampadaire l'enfant agenouillé en haut de l'escalier sur la dernière marche, priant, sanglotant la vieille mégère sans cœur à le laisser dormir dans un coin de sa petite cour, tandis que celle-ci, plantée comme un piquet, ne cessait de l'engueuler en lui ordonnant de décamper immédiatement et ne jamais revenir. Résigné, il descendit en pleurnichant et en tenant son cartable d'écolier sous son bras gauche pour se cacher cette fois sous l'escalier, en couchant par terre et en se recroquevillant sur lui-même, son cartable sous la tête en guise d'oreiller. Devant cette situation poignante, j'avais les larmes aux yeux et le cœur serré. Pour lui prêter assistance, à ma manière, je lui dis « Viens dormir dans un coin du patio de notre maison, c'est plus confortable. » D'un geste de sa main, il exprima son refus catégorique à ma proposition. Peut-être savait-il mieux que moi que je n'étais encore qu'un enfant comme lui et je n'avais aucun droit de prendre la décision de l'inviter chez mes parents. Lui qui était congédié de la maison où il avait vu le jour par sa belle-mère après le décès de sa mère, comme je l'avais su quelques mois plus tard. Je retournai à la maison pour lui apporter à la dérobée un morceau de pain et un verre de thé à la menthe froid. C'était tout ce qu'il y avait comme nourriture dans notre garde-manger. Il dévora le morceau de pain en intercalant chaque bouchée par une gorgée de thé, les yeux presque fermés. Et sans me remercier, il se recoucha, puis s'endormit et commença par émettre un ronflement qui ressemblait au ronron d'un chat content. Je ne savais pas que c'était le début d'une solide amitié, sans nuage, et que j'allais devenir son traducteur personnel de BD et des longs métrages cinématographiques, bien des années avant sa disparition subite, très jeune encore, suite à une maladie incurable. Après avoir quitté l'école à un âge précoce malgré lui, il travailla dans le four du quartier qui venait d'ouvrir ses portes tout près de chez nous et dont les propriétaires n'étaient autres que ses deux oncles, naguère installés dans notre village. Jour après jour, il devint enfourneur, ensuite caissier, puis gérant. Il accomplissait toutes les tâches, faciles ou pénibles, sans jamais se plaindre.
Je l'aidais parfois à débiter et à refondre le bois, à l'aide d'une hache pour alimenter le feu. Il était l'homme à tout faire, ou plutôt l'adolescent à tout faire. Toujours souriant, serviable et généreux. Il portait un nom qu'il détestait, l'aigus, et qui veut dire la paresse dans notre langage dialectal. Ce qui est tout à fait à l'opposé de son caractère, lui qui s'était forgé tôt une personnalité d'adulte dynamique, actif et audacieux. Il répétait souvent « Mon vrai nom c'est Badr ». En revanche, il n'hésitait pas à dilapider la maigre recette journalière du four afin de satisfaire nos passions communes pour la BD et le cinéma. À la fin de chaque semaine et durant les vacances, je l'attendais le soir devant la salle de cinéma avec 2 billets à la main. C'était lui qui me glissait en catimini dans la poche la monnaie nécessaire. Lorsque je passais au four, ramener notre pain cuit à la maison. La projection du film débutait vers 21h et il devait se débarrasser à la hâte du pain des retardataires par une livraison à domicile. Il arrivait souvent courant, essoufflé, haletant, pour ne pas rater les premières séquences du film. La plupart du temps, il s'agissait de films d'action américains ou italiens, traduits en français. Il me fallait donc à mon tour lui traduire dans notre dialecte marocain local, à ma manière de collégien adolescent, tout le dialogue de A à Z. Et ce n'était pas chose facile. Alors qu'il écoutait avec attention et enthousiasme, de temps à autre il exprimait ses émotions sans crainte d'être ridiculisé par le public ou expulsé du spectacle par les gardes, parfois en riant aux éclats ou en tapant avec force sur son siège, pour manifester son mécontentement à cause, par exemple, du héros qui ne réagit pas à un danger tout proche, ou tout simplement le film qui s'arrêtait brusquement parce que la pellicule est abîmée. Nous avions, à mon avis, connu ensemble 3 étapes du cinéma en vogue chez nous durant cette période. Les films concernant principalement la mythologie gréco-romaine, puis le western spaghetti, et enfin le polar, avec alternativement des productions de science-fiction, de comiques, d'épouvante, de guerre, dont beaucoup sur le Vietnam, de même que toute une série de fictions égyptiennes et indiennes, en plus de quelques longs métrages romantiques et cinéma d'auteur. J'avais un autre ami cinéphile, Sihmed, avec qui je partageais la passion de collectionner des affichettes de films découpés dans des pages publicitaires de vieux journaux et magazines, puis collés sur un cahier pour en faire un album cinématographique personnel. Un jour, son père, par hasard, tomba sur le magnifique album, dont j'étais jaloux, et le brûla sans pitié, car à son avis, il était la cause de l'échec scolaire de son fils. La merveilleuse collection réduite en cendres contenait des affichettes des 12 travaux d'Hercule, Ben-Hur, Spartacus, Taras Bulba et des dizaines d'affichettes du western avec à la tête Autant n'emporte le vent, une poignée de dollars et une série de films policiers avec tous les volets de James Bond et Fantomas. Cependant, pour nous, la perle rare de tous ces joyaux était la photo en couleur cadrée selon un plan rapproché taille du robuste et élégant Marc Forrest, qui incarnait principalement les rôles de Maciste et d'Hercule. La réaction de Sihmed à ce crime paternel prémédité était immédiate. Il brûla à son tour la serviette de son cher papa contenant le livret d'état civil familial, les titres de propriété foncière, l'acte de mariage, le permis de chasse, l'assurance moto et je ne sais quel autre document important, qui allait obliger le pauvre père à se lancer dans une aventure hasardeuse, au cœur de la labyrinthe des différents bureaux administratifs corrompus et répressifs, afin de renouveler les papiers partis en fumée.
Le père, sans attendre, infligea à Si Ahmed une bonne correction, avant de le conduire au commissariat de police, en tant que témoin et preuve à l'appui, dans l'espoir d'obtenir un papier justifiant sa déclaration de perte, indispensable au commencement des procédures de cette mission impossible. J'empruntais assez souvent ce trésor perdu à mon ami Si Ahmed en vue de reproduire minutieusement les affichettes que j'aimais et que je ne possédais pas. Pour imiter parfaitement l'affichette désirée, j'utilisais du papier calque pour copier le croquis sur un papier d'emballage bon marché, de blancheur médiocre, légèrement jaunâtre et qui ressemblait au papier journal. Je réalisais les dessins à l'aide de crayons à papier, bien taillés, rehaussés au stylo noir, puisque la quasi-totalité de ces petites annonces publicitaires était en noir et blanc. À plusieurs reprises, je m'étais mélangé les crayons à cause de la miniaturisation des images et la mauvaise qualité du papier. C'était un travail de faussaire de longue haleine qui nécessitait beaucoup d'attention, et il me fallait donc inlassablement recommencer depuis le début. Ma dignité du meilleur dessinateur du village m'interdisait de révéler le secret du papier calque translucide, synonyme de manque de talent, selon notre mentalité de l'époque. C'était pourquoi je dessinais dans la clandestinité pour éviter d'être démasqué et déshonoré parmi mes camarades. Une fois, j'avais louvoyé mon ami Si Ahmed plusieurs fois de suite pour ne pas lui rendre son cahier album que j'ai gardé plus d'une semaine, vu la difficulté énorme que j'avais trouvée à contrefaire l'affichette tant convoitée de la chute de l'Empire romain. Après avoir presque perdu espoir de récupérer l'admirable collection, il s'était planqué devant la porte de notre maison en attendant ma fausse promesse de lui rendre sa collection, soutenue par un groupe de garnements. C'était un sit-in de contestataires. Il ne leur manquait qu'une enseigne avec un slogan « Rendre à Si Ahmed ce qui est à Si Ahmed ». De mon côté, je m'étais renfermé dans mon coin d'atelier pour terminer paisiblement l'imitation de l'affichette en question. Ce n'était qu'après une longue après-midi d'attente que je lui avais rendu son album en montrant patte blanche pour éviter une bagarre gratuite. Mon objectif indéniable était d'enrichir mon album cinématographique, coûte que coûte, même s'il me fallait recourir à la contrefaçon, tandis que mon ami Badr était le seul à reconnaître dans ses copies que je considérais comme falsifiées de vrais petits bijoux artistiques, mais trop petites et compliquées à ses yeux. Pour cette raison, il avait une demande personnelle, précise à me faire en me disant « Peux-tu me dessiner, s'il te plaît, Steve Reeves sur un papier grand format, habillé en Hercule, tenant son glaive comme ça, en imitant la position souhaitée. » Or, comme la plupart des artistes, je détestais travailler sur commande. Aussitôt, je lui donnai pour prétexte le manque de temps et de matériel. Il me répondit « Je t'achèterai le papier, la peinture, et tu as tout le temps pour y réfléchir. » Je répliquai « Je n'ai pas dessiné sur commande, point c'est tout. » Il me chuchota à l'oreille « Je te payerai 50 dirhams. » Parole d'honneur. Je protestai « Non, non et non, surtout pas d'argent. » Étant donné ma vanité innocente et mon orgueil d'adolescent amateur de dessin et d'art plastique en général, qui se prenait pour un grand artiste, honnête, lequel n'échangeait jamais ses travaux contre de l'argent. Tout simplement parce qu'il avait la ferme conviction qu'ils étaient tellement perfectionnés qu'ils n'avaient pas de prix. Rapidement, il déduisit
que ma réponse suivie d'un court silence signifiait aussi implicitement mon accord à sa demande. Ce genre de communication superflue était courant entre nous. À ce moment-là, il sauta de joie et éprouva vivement sa reconnaissance en m'embrassant sur la tête. 2 jours après, fidèle à sa promesse, durant mon absence de la maison, il confia à ma mère 2 papiers ministres et une boîte de peinture pour enfants. C'était pour moi presque une offense, si je ne savais pas d'avance que le matériel et fournitures pour artistes étaient inexistants dans le commerce de notre petit patelin éloigné de tout, et que j'étais obligé de travailler avec les moyens du bord, ou fabriquer moi-même mon propre matériel d'artiste. Cependant, lors d'un réveil inopiné, au milieu de la nuit, j'avais subitement ressenti une certaine compassion vis-à-vis de mon ami si altruiste. Dans un petit dialogue intérieur, je me disais, sans lui, je n'avais aucune chance de voir tous ces films, ni posséder autant de numéros si variés de bande dessinée. En plus, il est toujours prêt à me servir. Je suis vraiment ingrat et antipathique, et ce ne sont pas là des qualités d'artiste. Ainsi, ma phobie envers ce travail sur commande se métamorphosa en défi. Le lendemain matin, j'avais déjà réalisé mon premier croquis sur la face interne de la couverture d'un vieux cahier par manque de papier, vu qu'au moins cette surface était plus épaisse qu'un papier ministre et sans carreaux, d'une texture plus adaptée au crayon. Je n'avais comme référence que ma mémoire et mon album cinématographique. Je me souviens encore de l'affichette du film Les 10 gladiateurs, qui m'avait beaucoup inspiré, avec le robuste acteur d'Anvalis, au premier plan tenant son sabre à la main, dans une position proche de la pose suggérée. Il ne lui manquait que la barbe bien taillée de Steve Reeves et la tenue d'Hercule. La deuxième étape était la plus délicate. Il consistait à trouver le papier convenable et qui n'était autre qu'un carton rectangulaire de dimensions respectables, découpé dans une boîte d'emballage de vêtements, plus particulièrement celui de chemise pour hommes, d'une densité et d'une épaisseur qui supportaient aisément une peinture à eau sans se déformer, et dont la face interne était de couleur gris argile, assez rugueuse, plus facile à travailler que l'autre face externe, lisse, brillante et blanche. C'était tout ce que j'avais découvert comme support jusqu'alors. Il ne me restait donc plus qu'à me mettre à la recherche de cette boîte rare, a priori dans la place du souk qui se tenait chaque dimanche, sinon auprès des quelques marchands de tissus et de vêtements du centre-ville, parfois dans la décharge du quartier européen, ou même dans un terrain vague ou un fossé, transporté par le vent, à condition que l'une des 2 faces de la précieuse boîte soit encore utilisable. J'avais passé 3 jours à chercher en vain, matin et soir, le carton désiré. Je sortais le matin de bonne heure et je ne retournais à la maison que pour manger, puis reprendre un itinéraire différent, en cherchant y compris dans la périphérie d'une dizaine de villages dispersés tout autour du centre de Youssoufia, ex-Louis-Gentil. C'était pendant la période où j'avais quitté ma première année de collège durant plus de 4 mois, suite à ma mutation injuste au collège de Chemeia à 20 km de chez nous, pour un séjour forcé, sous un régime d'internat draconien. Après 2 mois de corvée, j'avais refusé de continuer à obéir à l'autorité arbitraire des maîtres d'internat, à me soumettre à un régime alimentaire insuffisant et déséquilibré, dont le responsable était un économe d'une atroce cupidité, qui obligeait mon père Mouchezni, brigadier des forces auxiliaires, à payer de son maigre salaire mon séjour à l'internat, malgré la bourse accordée d'office par le ministère de l'enseignement public
à tous les internes éloignés de leurs parents, à faible revenu. Enfin, un directeur qui refusait sans raison mon retour au collège Kashkat tout près de chez nous, à savoir qu'il dirigeait en même temps les deux établissements cités et je n'étais pas un cas isolé. Pour combler ce vide dû à cet arrêt inattendu de ma scolarité que je voyais sans horizon, pour m'évader hors cette réalité embarrassante, je ne m'arrêtais pas de dessiner presque tout le temps, hormis mon intérêt pour la bande dessinée et le cinéma. Progressivement, j'avais adopté un ensemble de préceptes que je suivais à la lettre, qui avaient transformé petit à petit mon refuge dans cette activité artistique en vraie prison. Parmi ces règles de conduite, inutiles, nuisibles entre autres, ne jamais vendre ses travaux. Il y avait une autre d'après laquelle il ne me fallait jamais parler de mon œuvre d'art à quiconque avant qu'il ne soit terminé. Ou encore éviter le jeu parce qu'il détruit la passion. J'étais devenu sévère envers moi-même, sûrement par perte de confiance en soi, ou bien le résultat d'une autocritique inconsciente, non constructive, alimentée par le désespoir dans l'avenir et remplacée dans ma petite cervelle par illusion d'être l'artiste parfait. C'était pourquoi j'avais caché le problème du support en carton à tout le monde, jusqu'au jour où j'avais renoncé définitivement à ce projet, sans issue. À mon avis, en remettant les 2 papiers ministres et la boîte de peinture pour enfants à leur propriétaire, en lui exprimant mon profond regret et en lui justifiant cette décision par l'introuvable boîte en carton. Après quoi, il refusa de reprendre son matériel en me déclarant « Moi je suis analphabète, c'est à toi qu'il peut servir. » Puis il leva son bras gauche pour me montrer sa chemise déchirée au niveau de l'aisselle et m'annonça avec un large sourire « Il me faut une chemise neuve, n'est-ce pas ?» Je lui rétorquai de façon décisive « Non, ta chemise est presque neuve. » Il suffit de... Et sans me laisser terminer mon objection, il se retira pour continuer à nettoyer le foyer de la cuisson et enlever les cendres. Jadis, dans notre milieu social modeste, cette déchirure ne nécessitait qu'une aiguille et un fil pour être raccommodé. Le lendemain, dans l'après-midi, il vint à notre domicile, habillé d'une chemise neuve de couleur écarlate, pour me livrer sa jolie boîte vide en carton. Et à ma grande surprise, il m'expliqua qu'il avait cherché plus d'une boîte d'emballage propre et non endommagée qu'une chemise à son goût. Et c'était la seule qu'il avait trouvée, après avoir inspecté toutes les boutiques des marchands de vêtements du centre-ville, une à une. La leçon que j'avais tirée de cette visite inattendue et réconfortante de Badr, c'était de bannir et d'oublier sans remords ni regret les 2 faux principes que j'ai jugés désormais entravant à la création artistique. Celui du refus d'échanger mes dessins contre de l'argent et celui de garder le silence tant qu'un travail n'était pas fini. Immédiatement, je découpais méticuleusement à l'aide d'un ciseau les 2 surfaces rectangulaires de la boîte et commençait par reproduire sans trop de difficulté le croquis délaissé depuis une semaine sur la face grise de l'un des 2 supports en utilisant un crayon de mine dure. Cette opération ne m'avait pas pris beaucoup de temps, vu que j'avais déjà quelques notions bien acquises sur le nu, à propos des formes et des proportions, des ombres et de l'orientation des hachures, de la perspective, les écarts des valeurs, et ceci suite à un auto-apprentissage accéléré au cours des grandes vacances, en travaillant jour et nuit sur une vieille série de fascicules de l'école universelle, qui donnait des cours de dessin par correspondance. C'était grâce à un camarade du village
qui m'avait proposé l'achat d'une 50aine de ces brochures et que mon père avait bien voulu payer à 200 liards, 10 dirhams. C'était un peu cher, mais je n'avais pas le choix. La maman veuve de ce copain était la bonne d'un médecin français qui s'était débarrassé d'un tas de documents après avoir pris sa retraite et déménagé, sinon il m'était impossible de trouver un quelconque bouquin sur les techniques du dessin. Pour colorer mes dessins, j'utilisais les pigments d'une teinte que j'ai trouvée auparavant par coïncidence au souk hebdomadaire du dimanche, que les femmes de la région employaient pour teindre la laine. La technique de préparation consistait à dissoudre un morceau de pierre d'alun dans de l'eau chaude avant d'y ajouter petit à petit le pigment jusqu'à obtenir la concentration voulue. En variant la dilution du substrat concentré d'une couleur donnée avec de l'eau, j'arrivais plus ou moins à ressortir des tons variés. La gamme des couleurs de cette teinte traditionnelle que je choisissais était limitée aux couleurs primaires. Jaune, rouge, bleu, et il me fallait jouer sur le mélange de ces trois couleurs pour dégager la couleur désirée. D'autre part, il me fallait aussi recourir à de la craie blanche pour le blanc et une encre scolaire noirâtre, Waterman, pour le noir. En me basant sur mon expérience, mes modestes connaissances et mon auto-apprentissage concernant les techniques du lavis et de l'aquarelle. J'essayais de faire de mon mieux, puisque le travail avec ce matériel rudimentaire était compliqué et nécessitait toute une alchimie de tests qui n'aboutissaient pas toujours au bon résultat. Je ne colorais qu'à l'aide de 2 grossiers pinceaux, achetés dans la seule droguerie de la ville, dont j'avais taillé les touffes de poils avec une lame de rasoir, pour en faire un pinceau filet et un autre rond. À chaque fois, il me fallait faire attention de ne pas plonger l'un des 2 pinceaux dans une couleur avant de le nettoyer à l'eau propre et le sécher avec un chiffon, une accoutumance et un défaut que j'ai continué à perpétuer jusqu'aujourd'hui. Sachant que ma méthode personnelle, proche du lavis, exigeait une patience particulière qui consistait à savoir attendre et un sang-froid afin de mieux contrôler le degré d'humidité du carton et déduire en conséquence les moments propices pour agir. Ce qui n'était pas évident pour un adolescent de mon âge, encore égocentrique et prêt à prendre des risques. De surcroît, d'après mon expérience, cette technique s'appliquait plus facilement aux paysages qui étaient mes sujets de prédilection dont les personnages n'étaient qu'accessoires, qu'aux muscles si développés d'un colosse comme Don Vadiz ou Steve Reeves. Même en accentuant les rehauts à l'aide de l'encre noire et la craie blanche, avec tant de précaution et le sentiment de ne pas avoir droit à l'erreur à cause de la pénurie des supports, le résultat était décevant. Après cet échec, j'avais quand même continué avec persévérance à travailler tant bien que mal en épuisant toutes les couvertures de mes cahiers scolaires, leurs feuilles encore vierges, dont un cahier grand format, les restes de la boîte neuve de la chemise de mon ami, et enfin les 2 papiers ministres, dont des tests à la recherche des tons et des couleurs appropriés, sans toucher à l'autre croquis que j'avais dessiné au crayon sur le 2e support qui me restait. Ce n'était qu'à ce moment-là que j'avais ressenti la difficulté de me concentrer sur quoi que ce soit, que j'avais l'esprit en désarroi, et surtout une sensation de perte de confiance en soi et d'insupportables maux de tête. J'étais obligé de prendre du repos. Pendant quelques jours, je ne faisais presque rien, sauf une fois lorsque j'avais accompagné mon père au bureau du directeur du collège avec mon cartable sous le bras, dans l'espoir d'une éventuelle réinscription et reprendre mes études.
devant le refus de ma mutation sous prétexte d'une surcharge des classes, ce qui était faux. Nous passâmes cette fois au bureau du caïd pour déposer une plainte contre ce proviseur qui m'avait privé de mon droit de scolarisation obligatoire. Mon père insista sur le fait que j'étais un bon élève, sérieux et persévérant, ce qui m'avait mis dans une situation d'embarras et d'angoisse qui me fit rougir de honte. Heureusement que le caïd n'était pas curieux pour demander à voir mes cahiers, qui étaient tous sans couverture, sales et déformés, imbibés d'eau colorée, puis séchés et dégageaient une odeur de moisi. Le lendemain, tôt le matin, animé d'un égoïsme inébranlable, j'avais décidé de prendre le risque de colorer ce croquis et finir une fois pour toutes avec cette histoire d'Hercule, quel que soit le résultat. Une voix intérieure me disait « Tu expliques à ton ami, il comprendra. Et au diable ta dignité de grand dessinateur. D'ailleurs, il te faut une vraie peinture, un vrai papier de dessin, de vrais pinceaux. » Sans savoir qu'un demi-siècle après, je continue toujours à travailler avec un matériel local, artisanal et insolite. Quelques moments après, par chance ou par une quelconque providence, le résultat était cette fois surprenant et magnifique, selon mon opinion d'alors. C'était un beau lavis, d'un fond à 2 tons violets, une masse musculaire et un visage au regard sévère de couleur marron adouci et une tenue écarlate allégée. Je n'avais pas cru mes yeux. Plus le support séchait, plus les couleurs prenaient de l'éclat. J'étais transporté de joie, hors de moi, dans un état d'extase incomparable. J'avais passé presque le reste de la journée à le placer dans plusieurs endroits de lumière différentes et à l'admirer en le regardant sous des angles différents. Soulagé, j'essayais de comprendre ce qui s'était passé. Est-ce parce que j'avais réduit ma technique mixte à quelques couleurs, sans mouiller ni colorer les ondes de lumière? Je n'avais que 2 tons pour chaque pigment, en commençant par les tons légers, en cherchant à mieux comprendre la réaction spécifique de ce carton à l'eau. Avant d'intervenir, je n'avais utilisé que le violet pour les ondes d'ombre, sans rehausser ni à l'encre noire ni à la craie. Tandis que le reste des détails était fini à l'aide du pinceau filé, imprégné de marron et de violet, concentré. Ainsi, j'avais travaillé longtemps avec cette technique en cherchant à l'améliorer de plus en plus. Comme il m'arrivait souvent, j'avais cette envie de vouloir garder ce beau dessin coloré pour moi, surtout lorsque mon ami Badr s'était contenté d'un sourire pour m'accueillir. Au lieu de me remercier, il prit le joli tableau propre à l'aide de sa main sale maladroitement et en posant ses doigts directement sur le magnifique lavis. Puis, sans me prévenir, il l'enroula comme un poster et à ma grande déception, il s'en alla le cacher avec ses affaires personnelles dans un coin obscur et secret du four qui constituait son petit chez-soi. Je n'étais pas du tout content. Quelques jours après, il revint me voir à la maison et en sa possession 2 boîtes d'emballage encore en bon état. Surpris, je lui demandai « Mais comment as-tu fait ?» Il me répondit « C'est un commerçant qui a été fidèle à sa promesse. Je suis allé le voir ce matin et c'est tout ce qu'il m'a donné. Je lui ai payé à pas moins de 20 liards, 1 dirham l'unité. » Je rouspétai « Ce type est un escroc. » Non, non, pas du tout. Et avec un sourire malicieux, il ajouta « J'ai une autre demande à te faire. Je te supplie de ne pas me le refuser. » Quoi donc? La reine de la beauté, Sophia Loren, portant des soutiens-gorge et un maillot de bain comme sur une plage. Je le regardai les rechigner. Il continuait à me supplier en se mettant à genoux devant moi, tel un esclave implorant grâce de son Seigneur dans un film historique. « S'il te plaît, qu'Allah protège tes parents et te bénisse, demande-moi ce que tu veux, mais ne me refuse pas cette demande. »
J'étais gêné et mal à l'aise à cause de ma timidité impérieuse et en même temps dans une situation de l'obliger face à son bienfaiteur. Et je ne pouvais que lui exaucer ce désir, de peur qu'il ne remît les 2 boîtes rares aux commerçants. Je me forçais à contourner ma timidité pour ne pas rater cette opportunité inespérée. Ces cartons représentaient à mes yeux 4 grands supports d'un vaste terrain d'inspiration, de création et de travail. Je lui ordonnai « Donne-moi ça, je vais réfléchir », en dissimulant ma joie et en me forçant de gérer mes émotions et donner l'impression d'être un artiste sage aux certitudes figées. Je n'avais pas hésité une seconde à commencer mon premier croquis sur un papier d'emballage de pain de sucre d'une mauvaise qualité, à l'aide d'un crayon gras. Seulement cette fois, j'avais trouvé beaucoup de difficultés à dessiner de mémoire une jolie fille nue avec un visage qui ressemblait grosso modo à notre actrice. Mon expérience et mes modestes notions acquises ne m'avaient pas servi à grand-chose. D'autre part, mon album personnel ne comprenait aucune image de la star italienne. À part une affichette, je crois, du film La femme aux 50 pieds. Dans une position difficile à transformer en Sophia Loren, debout sur une plage, j'avais feuilleté tous les épisodes de BD, susceptibles de contenir une vignette pouvant me servir de référence. Sauf que les personnages féminins n'obéissaient pas aux critères physiques de la beauté féminine comme je l'imaginais, en tant qu'adolescent, svelte et sexy. J'avais quand même continué mes recherches en essayant de découvrir une autre manière de dessiner, sans aboutir à un résultat convaincant. Jusqu'au dimanche matin, lorsque j'avais eu l'idée de visiter le souk hebdomadaire, dans l'espoir de trouver une photo de l'actrice, dans une vieille revue, chez un brocanteur qui exposait de temps à autre des magazines et des livres d'occasion. Après avoir feuilleté une dizaine de revues, le marchand s'était mis en colère en proclamant « Qu'Allah protège vos parents, ceux qui se contentent de feuilleter les livres sans vouloir acheter, qu'ils s'en aillent. » J'avais bien compris le message. Sans trop insister et un peu vexé, j'avais abandonné cette démarche pour visiter cette fois une curiosité qui attirait surtout les enfants. Il s'agissait de la visionneuse binoculaire de diapositives. Pour voir un seul morceau de film inversible, à l'aide de cet appareil magique, il fallait payer 1 liard, 5 centimes. Un monsieur assis sur un tabouret, auprès de lui sur une tablette un rouleau de pellicule de film 35 mm qu'il vendait 4 liards le mètre. En consultant par curiosité ce rouleau, je découvris par coïncidence toute une série d'images de Sophia Loren et Marcello Mastroianni. Immédiatement, je lui payai 2 mètres de pellicule en marmonnant « Celui qui cherche trouve », comme nous le répétaient assez souvent nos enseignants de l'époque. Même si ces images étaient de petite dimension et il fallait à chaque fois les placer à contre-jour pour mieux distinguer les détails. Il m'avait beaucoup aidé à réussir un super croquis de la star napolitaine. Le dimanche après-midi, j'avais déjà terminé la coloration de mon croquis et ce n'était qu'après avoir bien observé et évalué l'harmonie des couleurs et des volumes que j'avais réalisé que mon lavis dégageait un érotisme honteux et que cette pose pleine de grâce et d'élégance était aussi d'une nudité provocante, selon ma mentalité d'adolescent misogyne en ce temps-là. C'était mon opinion contradictoire lors de cette période charnière de ma vie, au moment où j'avais commencé par manifester un éveil affectif, camouflé par ma timidité omnipotente. D'une part, le joug des tabous me contraignait à me rallier aux préjugés qui sanctionnaient sévèrement le corps de la femme. D'autre part,
Cela vie était un outrage aux bonnes mœurs, en dévoilant cet aspect caché du corps féminin. C'était comme si mon ami Badr m'avait incité à briser artistiquement l'un des principaux tabous de la cellule familiale, à briser ce rapport tourmenté avec ce corps humain de sexe féminin. J'avais ressenti une angoisse disloquée de honte et de refus. La honte de ne pas montrer mon travail, même pas à ma mère, et jusqu'à cet âge était la première à qui je montrais mes dessins, en lui demandant son avis, et le refus de ne pas le remettre à mon complice Badr. Voilà comment, à mon avis, ce travail sur le nu féminin avait contribué à renforcer un peu plus mon repli sur moi-même, dans ma bulle d'adolescent, en me désinvestissant d'un petit pas de l'image parentale. Chaque fois que je passais au four du village, Badr ne cessait de me rappeler sa commande, en me priant de ne pas l'oublier et en me proposant ses services. Contraint par un sentiment de culpabilité envers lui, je lui rendis sa Sophia Loren après l'avoir reproduit en miniature sur un petit carton facile à dissimuler dans mes affaires personnelles. Malgré mes directives et mes conseils, Badr était emporté par son enthousiasme. Il tint l'œuvre de ses deux mains et posa sa bouche mouillée de salive et chargée de débris de nourriture sur elle, en l'embrassant comme si c'était une jeune fille et non pas un travail artistique. J'avais envie de lui casser la gueule. Puis il m'adressa la parole en disant « Merci, merci, merci ». En le constatant vouloir s'incliner subitement pour me baiser la main, je la cachai dans ma poche pour lui éviter ce geste humiliant. Et avant de disparaître en courant, je ne savais pas où, il m'ordonna « Attends-moi, je reviendrai tout de suite ». Quelques minutes plus tard, il revint le visage défait, la joue gauche rouge et enflammée. J'arrivais même à distinguer les empreintes des doigts de la main qu'il avait giflée. Je lui demandai « Que s'est-il passé? Où étais-tu » Il ne me répondit pas, triste et taciturne, tenant toujours sa Sophia Loren légèrement froissée de sa main gauche, comme si c'était un objet sans importance, et se retira dans son coin privé obscur du four. Je pensais qu'il s'agissait probablement de l'une de ses copines qu'elle avait giflée lorsqu'il lui avait montré ce nu féminin coloré. La dernière fois que j'avais eu l'occasion de voir ce travail, qui m'avait nécessité tant d'efforts, de création et de précaution, c'était lorsque je l'avais trouvé délaissé sur un banc inutilisable du four, sale et à moitié déchiré, dans un état lamentable. D'après les dires de mon ami Badr, 2 copains du village avaient profité de son absence pour colorer la bouche de la star à l'aide d'un stylo à billes rouge, puis perforer le carton au niveau du dessin représentant le maillot de bain. Comme si ces 2 adolescents voulaient dire, à travers cette transgression de mon travail, en extériorisant en quelque sorte leur fantasme refoulé, le corps de sexe féminin d'après nous est déchiré, sali, violé, la bouche fermée et ensanglantée, ou encore voilà ce que mérite un corps féminin nu. Il me restait encore 3 supports et c'était vers la fin du mois d'avril. Chaque matin, je me promenais dans la nature avec un carnet d'écolier et un crayon pour collecter quelques fragments de paysages concernant mes prochaines compositions que je désirais réaliser sur chacun de ces cartons. Lorsque mon père me rejoignit, après m'avoir longtemps cherché, pour m'annoncer qu'enfin, le directeur avait accepté ma mutation au collège de notre ville et que je dois reprendre mes études le plus tôt possible. J'étais obligé donc d'abandonner provisoirement mon activité artistique et consacrer tout mon temps libre au rattrapage. En revenant chaque jour du collège, je ne faisais que recopier et réviser mes leçons afin d'être à jour et me préparer aux examens de fin d'année.
Ce travail opiniâtre et acharné avait rapidement donné ses fruits, à tel point que le surveillant général, surpris par mes bonnes notes, convoqua mon père en le conseillant de justifier mon absence pendant le 2e trimestre par un certificat médical et éviter mon redoublement de ce qu'ils appelaient la classe d'observation. Le médecin s'était montré compréhensif de ma situation. Ainsi, j'étais admis au niveau supérieur après avoir perdu tout espoir de reprendre ma scolarité.